Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine à la une de l'actualité. La baisse des frais de notaire de 11 à 7% pour tous, c'est une des mesures annoncées par le gouvernement qui veut s'attaquer à la cherté du logement. Le ministre de l'économie et du budget nous détaillera cette réforme en plateau. Warren Dexter est l'invité de la rédaction. Avec son goût sucré, ses notes florales et ses nombreux bienfaits, le miel est un produit du terroir très apprécié des gourmets. Quel apiculteur a convaincu le jury du 5e concours du meilleur miel ce matin au lycée hôtelier? Réponse dans ce journal. Lui, c'est sublimer les produits du terroir français en cuisine comme à la télé. Le chef étoilé Thierry Marx est arrivé au Fénois hier soir pour un séjour chargé en rencontres et en découvertes. Avant de développer nos titres, ce drame au lycée professionnel de Otouroa, à Reatea. Un jeune interne originaire de Maupiti est décédé après un malaise hier en fin d'après-midi. Il n'a pas pu être réanimé malgré l'intervention rapide des secours. Une enquête est ouverte. Ils alourdissent le coût d'achat des biens immobiliers, les frais de notaire ou plus précisément les frais d'acquisition. Notre invité, le ministre Warren Dexter, veut abaisser ces frais de 11 à 7%. Une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur, même si cela ne réglera pas le problème de cherté de l'immobilier. Reportage d'Esther Cuneo. Droit d'enregistrement, commission d'agence ou émolument de formalité. On les appelle des frais de notaire, mais la partie réservée aux notaires ne représente en réalité qu'une petite fraction. Nous, les notaires, nous sommes uniquement les collecteurs d'impôts. Nous percevons, quand un client paye des frais de notaire, en fait, il paye les frais d'acquisition, mais il paye surtout des droits et taxes. L'année dernière, les notaires ont reversé 5,6 milliards dans les caisses du pays, qu'on a collecté pour le compte du pays. En décidant de baisser ses frais de 10, 11 à 7%, le pays s'engage à collecter moins et donc à perdre 1 à 2 milliards de fiscalité. Ça veut dire que le marché immobilier ne peut s'en porter que mieux, ça favorise l'accès au logement, ça favorise le pouvoir d'achat des ménages polynésiens et ça rend en effet plus facile l'accès au logement, tout simplement parce que l'un des freins dans l'accès au logement, c'est le niveau d'épargne qu'il faut avoir pour avoir l'apport personnel qui vient couvrir ces fameux frais de notaire. Et tous les ménages ne sont pas en mesure d'épargner 13-14% du prix immobilier. Donc c'est un point de blocage pour tout un ensemble de personnes. Là, il s'attaque en fait aux frais d'enregistrement qui sont les plus élevés au monde. Et en le réduisant à 7 points, ça va commencer à ressembler à ce qui se passe dans le monde. Ça varie entre 2 et 5. On est encore un peu plus cher que les autres pays, mais on commence à se rapprocher, donc c'est une très bonne idée. Mais selon les professionnels de l'immobilier, il faudra aussi agir sur les deux autres leviers. Car pour acheter aujourd'hui une maison à 50 millions, avec un emprunt sur 25 ans, à 4% de taux d'intérêt et un apport personnel de 9,6 millions, il faut prévoir un coût total de près de 89 millions. Aujourd'hui, seuls les revenus de près de 5 SMIG ont accès à ce type de biens. Et selon les chiffres de l'ISPF, 72% de la masse salariale touche moins de 330 000 francs par mois. C'est quelque chose qui va stimuler la construction immobilière, donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais c'est probablement pas suffisant pour régler les problèmes structurels qu'il y a sur le marché immobilier polynésien et qui expliquent ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Même si les taux d'intérêt sont à 3,5-4%, c'est pas excessif, mais ça coûte cher quand même au final pour l'emprunteur. Ce qui coûte cher, c'est les droits et taxes qui passent de 11 à 7%, donc c'est bien, mais ce qui coûte cher, c'est le bien immobilier en lui-même. Donc la production même de logement coûte cher. Donc là, le pays est en train de réfléchir sur la manière de mettre à disposition du foncier territorial ou communal pour justement supprimer l'impact du coût du foncier dans le produit final. Principal facteur de rareté du foncier, l'indivision. Un système spécifique de titrement pour les familles serait dans les tuyaux. Il permettrait de régler en un seul acte 100 ans d'indivision, sans passer par des dizaines d'années de procédures coûteuses. On poursuit sur le sujet en plateau avec le ministre de l'économie, du budget et des finances, Warren Dexter. Bonsoir. Bonsoir Athéna, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors, baisse des frais de notaire annoncée, on passerait de 11 à 7%, y compris pour les primo-acquérants qui, on le rappelle, bénéficient aujourd'hui d'un taux réduit. Idem pour les ventes en VFA. En contrepartie, que prévoyez-vous? En fait, pour l'instant, on ne touche pas au taux réduit sur les primo-accédants. C'est-à-dire que c'était prévu dans le projet de loi pays initial. Mais à la demande du ministère du Logement, on a différé cette mesure à 2025,
puisque ça doit s'accompagner effectivement d'un abondement de l'AIM, l'aide à l'investissement des ménages, qui est une subvention directe aux ménages qui en ont le plus besoin, et puis aussi par le fameux prêt à taux zéro que l'on doit mettre en place courant 2025 en collaboration avec les banques. Le dispositif de prêt à taux zéro existe déjà en Nouvelle-Calédonie. On rappelle son concept, un prêt immobilier dont les intérêts sont payés par la Nouvelle-Calédonie. Pour le mettre en place ici également, est-ce qu'il y a des freins? Quels sont-ils? Alors, je n'ai pas été associé directement au dossier, mais l'ambition, c'était de mettre en place ce dispositif à cette fin d'année, mais apparemment, les choses ne sont toujours pas bien calées avec les banques. Donc, du coup, le projet est différé à mi-2025. On le mettra dans la session administrative 2025. Vous venez d'en parler, l'aide à l'investissement des ménages que vous comptez abonder. Ce dispositif touche-t-il vraiment le public cible? Les démarches administratives pour y prétendre sont-elles à portée de tous? Actuellement, je crois que l'AIM vise des ménages jusqu'à 4 fois, qui gagnent 4 fois le SMIC maximum. Alors, je ne sais pas quelles sont les intentions du ministère du Logement. Est-ce que c'est d'étendre à des populations qui iraient plutôt jusqu'à 5 SMIC, puisque vous l'avez indiqué dans le reportage que des difficultés à contracter des prêts en dessous de 5 SMIC. Après, sur les difficultés à constituer les dossiers, je voudrais juste rappeler qu'il y a quand même un accompagnement qui est prévu par la DGAE. Toutes les personnes qui ont des difficultés pour remplir les formulaires peuvent se faire assister. Après, on ne peut pas simplifier parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on parle de deniers publics. On ne peut pas simplifier à outrance les formulaires administratifs. Donc, vous venez de le dire, deux manières d'agir sur les prêts de l'immobilier. D'un côté, en réduisant les frais d'acquisition, mais aussi en agissant sur les taux d'intérêt. On parlait du prêt à taux d'intérêt zéro. Des intérêts qui pèsent sur le coût final. Comment le pays pourrait supporter ce coût, autrement que par le prêt à taux zéro? Eh bien, en fait, non, c'est le dispositif qu'on a prévu. En fait, concrètement, il s'agira de proposer aux banques une réduction de leur taxe sur le produit net bancaire, c'est la taxe spécifique aux banques. Et en contrepartie de ce gain fiscal, elles vont se priver de la recette qui est constitutive des taux d'intérêt. Des prix de l'immobilier exorbitants en Polynésie française, c'est évidemment dû à la rareté du foncier disponible à la vente. Vous réfléchissez, on l'a entendu, à comment mettre en place à disposition du foncier territorial ou communal pour supprimer l'impact de ce coût. Oui. Ça se précise aujourd'hui? Alors oui, c'est en réflexion. Et je dirais qu'au-delà de ça, il faut se poser les bonnes questions sur la rareté du foncier. Je pense que ça résulte avant tout de décisions qui ont été prises de gouvernement en gouvernement, d'attirer encore plus les Polynésiens, se concentrent encore plus sur l'île de Tahiti, attirer les activités sur l'île de Tahiti. Et donc forcément, tout ça crée la rareté, la cherté du foncier. Donc peut-être les bonnes questions à se poser, c'est de savoir comment on peut redéployer les populations et les activités sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française pour envisager, pour régler ce problème de la rareté du foncier. Est-ce qu'il y a des zones identifiées déjà ? Pour l'instant, non, mais l'un des dossiers sur lesquels on travaille avec le ministère en charge des archipels, c'est de mettre en place de vraies mesures incitatives à l'investissement dans les archipels et à la déconcentration administrative dans les archipels. Et au-delà de ça, comment pourrait-on accélérer la sortie de l'indivision ? Alors, sortie de l'indivision, c'est un sujet un peu délicat parce que tantôt on dit que c'est une bonne chose, les ménages ont besoin de sécurité juridique, mais en même temps on nous dit que l'indivision, ça a toujours été permis de ne pas vendre les terres. L'alternative sur laquelle on travaille, qui a déjà été expérimentée sous l'ancien gouvernement, c'est ce qu'on appelle la fiducie, c'est-à-dire permettre aux co-indivisaires de confier leur terre à un tiers qui va en fait gérer et leur donner des revenus périodiques. Donc, il y a un projet de texte qui a été mis en place sous l'ancien gouvernement et je crois que ça va que le ministère du Logement en cours veut en fait parfaire ce texte parce qu'il l'estime en l'état qui n'est pas suffisamment adapté aux spécificités polynésiennes. Donc, c'est un peu une solution à contre-courant de la propriété individuelle. C'est plus adapté aux Polynésiens ? Je pense que c'est plus adapté aux Polynésiens dans le sens où il n'y aura en aucun cas une vente de terre. C'est la gestion de terre au bénéfice des Polynésiens. On parle beaucoup de foncier, de patrimoine. C'est un terme qui revient beaucoup dans votre réforme du régime des non-salariés et celle de votre confrère du ministre de la Santé. Cela suscite beaucoup de questions, et notamment chez les patrons. Il faut encore définir, préciser. Votre but est-il clairement de taxer le patrimoine davantage ? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la réforme des régimes sociaux, je laisserai la réponse à mon collègue Cédric Mercadal. Moi, à mon niveau fiscal, je dis effectivement qu'en tout cas dans ma réforme fiscale, que si on veut faire baisser les coûts de la vie en Polynésie, c'est de diminuer la fiscalité indirecte, qui représente 70% des recettes totales du pays, et en contrepartie, puisqu'on a toujours besoin d'argent pour financer l'action publique, d'augmenter la fiscalité sur le patrimoine. Les patrons, on a reçu récemment Christophe Plé de la CPME, mais aussi Steve Gamblin du MEDEF, regrettent la suppression de la TVA sociale qui avait fait tant de bruit à l'époque. Serez-vous favorable à son rétablissement, vous aussi ?
Alors moi, je ne comprends pas ce désir récurrent de nos amis du patronat. Moi, en tant que ministre des Finances, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois et je vais le redire à nouveau sur ce plateau. Aujourd'hui, on est dans une situation budgétaire confortable et on n'a absolument pas besoin de remettre en place des taxes pour financer les régimes de protection sociale. Il faut que les choses soient claires, je tiens à le redire. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, ils proposent de remettre en place la taxe sociale. Je tiens à rappeler que c'est un engagement fort de la majorité actuelle de supprimer cette taxe. Donc, c'est sûrement pas dans ces conditions qu'on va la remettre. Si dans l'absolu, on doit remettre une autre taxe pour financer des nouveaux besoins des régimes de protection sociale, je pense que ça ne sera certainement pas sur la consommation qui, je tiens à le rappeler, est injuste puisque le riche et le pauvre payent la même chose. Pensez-vous que la TVA sociale ait finalement été acceptée par le grand public avant sa suppression? Je ne saurais pas vous dire, je n'étais pas aux affaires. Je veux croire que oui, puisqu'il n'y a pas tellement de bruit autour. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que si la suppression n'a pas eu l'effet baisse de prix attendu, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas associé les entreprises à cette suppression. C'est un peu dommage. Monsieur le ministre, on vous fait réagir également sur le potentiel futur PDG d'Air Moana. Selon nos informations, il s'agit de Lionel Guérin, une pointure de l'aviation, entrepreneur, ingénieur pilote. Il a aussi été directeur général délégué du groupe Air France KLM et il devrait donc prendre bientôt les commandes de la jeune compagnie. Il est d'ailleurs arrivé la semaine dernière au Fénois, la Polynésie qu'il connaît puisqu'il est marié avec une femme originaire de l'île sacrée Raiatea, ce qui lui a notamment permis de tisser des liens avec notre pays. Un expert du transport aérien pour accompagner Air Moana, vous l'avez rencontré, est-ce l'homme de la situation aujourd'hui? Tout à fait, je l'ai rencontré la semaine dernière et en tout cas tout porte à croire que c'est l'homme de la situation. En tout cas, il a un pédigré qui parle pour lui, c'est un homme d'expérience dans le domaine de l'aéronautique. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous parce que du coup ça nous rassure davantage sur le milliard qu'on a proposé à la société pour l'aider à sortir de ses difficultés, puisque au nombre des conditions que nous avons posées, c'est effectivement que les actionnaires puissent trouver les 3 milliards restants sur les 4 milliards dont a besoin la compagnie pour fonctionner. Mais en plus, on a demandé de modifier la gouvernance, c'est-à-dire de trouver de vrais sachants dans le domaine de l'aéronautique. Et je pense que M. Guérin répond à ce profil-là. Oui. Vos demandes ont été répondues. Vous avez répondu, ils ont répondu à vos demandes donc. Oui. Merci Monsieur le ministre et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors. Le reportage qui suit titillera certainement la curiosité des gourmets et amateurs de bonnes saveurs. Ce matin, l'association Apis Polynetia a organisé la 5e édition du concours du meilleur miel à l'école hôtelière de Tahiti. 5 nectars étaient en lice. Découvrez le grand gagnant dans ce reportage de Thomas Chabrol et Mireille Théato. Avec sa robe dorée, plus ou moins claire, des arômes parfois fruités ou épicés, le miel millésime 2024 se déguste comme un bon vin. D'abord, le jury, composé de personnalités de tous horizons, observe la couleur et la transparence des 5 miels retenus pour ce concours. Vient ensuite la recherche olfactive des arômes et enfin la notation par rapport au goût. Une explosion de saveurs, hein. Chaque miel a sa particularité, ses différences, et donc c'est ce qui est intéressant dans cet exercice. Il y en a certains qui sont sautés tout de suite. Il y a quelques goûts qui sont très très intéressants. Et après, il y a certains d'autres qui sont moins à mon préférence. Les miels de Polynésie sont multifloraux. La direction de l'agriculture a déjà identifié 60 types de pollen différents sur l'ensemble des archipels. Pour ce concours, les miels sont issus de ruchers de Tahiti et des marquises. Ils ont été analysés, leurs caractéristiques physico-chimiques répondent aux normes en vigueur. Des normes qui ouvrent aujourd'hui la voie d'une réglementation pour protéger l'appellation miel. L'objet de cette réglementation, c'est de protéger les producteurs et les consommateurs pour garantir ce qu'on a dans le pot. Quand on achète du miel, on s'attend à avoir un produit qui a été élaboré par les abeilles, qui n'a pas été mélangé à quoi que ce soit. Les consultations avec les apiculteurs se poursuivent pour définir les critères de la réglementation. La difficulté en Polynésie, c'est qu'on a des habitudes de consommation sur le miel, notamment des miels vieillis, des miels un peu charpentés, des miels de caractère. Et de notre côté, la problématique de la qualité du miel, puisqu'on sait que ces miels sont souvent dégradés. Un miel exposé à la chaleur perd des propriétés qui sont intéressantes. Et ça, nous estimons que le consommateur est en droit d'exiger cette qualité. 77 apiculteurs professionnels sont recensés en Polynésie. Cette année, le concours est ouvert aussi aux amateurs. Et c'est justement l'un d'entre eux, Luc Bassez, avec son miel Tahitian Bees, qui remporte la médaille d'or 2024. Une surprise. La médaille d'argent revient au rucher de l'INEA à Ivaoa. Le miel Vaioma remporte le bronze.
Et en sauce ou encore dans des desserts, lui sait sublimer ses plats avec du miel, mais pas seulement. Le chef étoilé Thierry Marx, bien connu pour ses apparitions dans des émissions de cuisine, est arrivé au Fénois. Son séjour sera particulièrement chargé puisqu'il animera plusieurs masterclass ainsi que des conférences pour les étudiants et les professionnels. Il en profitera pour mieux connaître les produits locaux. Un programme qui a démarré avec un premier arrêt à Mahina ce matin. La commune travaille depuis plusieurs mois à une collaboration avec le chef étoilé. Ils portent ensemble un projet qui verra le jour sur les anciens terrains militaires du RSMA. Laure Philibert l'a suivi ce lundi. Reportage. Tout juste arrivé et déjà des racines ancrées à Mahina. Le chef multi-étoilé Thierry Marx débute son séjour au Fénois en plantant un arbre à pin sur le site des anciens terrains militaires de la commune. Le symbole d'une renaissance. On est toujours dans la discussion. Et on espère aboutir, parce que ce qui a été présenté ce matin dans l'équipe qui travaille derrière, il y a quand même de grosses pointures qui réfléchissent derrière en background. Et voilà, pour nous, c'est tout gagnant. Fer de lance du développement sur la côte Est, Mahina prépare le réaménagement des ex-terrains du RSMA, 5 hectares en cours de désamiantage, où elle prépare des projets d'envergure. Il faut voir loin, voir juste, et apporter quelque chose de nouveau. Donc Mahina, il faut qu'il continue à se démarquer dans sa manière de faire, dans sa vision des choses, redonner un peu cet art culinaire avec les produits locaux, ça c'est sûr, mais revisité par M. Thierry Marx, je crois qu'on a tout à gagner. Hein. Il rêvait de voir la Polynésie depuis son enfance. Alors pour la première étape de sa visite, le célèbre membre du jury de Top Chef se voit invité à une dégustation avec l'une des chefs locales les plus prometteuses, Kirahu Chavez, enfant de Mahina. Alors, qu'est-ce qu'on goûte? Je suis partie sur 4 produits. Sur le taro, qu'on a décliné en croustillant avec une mousse de thon fumée au citron confit. Ensuite, le uru, gnocchi de uru avec une sauce coco gingembre. Également le poisson. Et puis, j'ai voulu mettre à l'honneur le fruit de Mahina, qui est la mangue. D'avoir des conseils ou même d'échanger, juste échanger comme ça avec un chef de cette envergure. C'est surtout une rencontre, je pense qu'une fois dans sa vie. Demain, Thierry Marx rencontrera les élèves de l'école hôtelière pour une masterclass et une démonstration. Et après Mahina, le chef étoilé a rendu visite au centre domicile fixe de Tevaïété. Thierry Marx y a rencontré les 12 participants d'un projet pilote qui suivent une formation en restauration depuis juillet. Les apprentis l'ont accueilli avec quelques toasts et verrines à base de produits locaux. Le chef nous livre ses impressions au micro d'Emma Mathieu et Manu Manoutei. Ce que fait le père Christophe ici est remarquable. Ce sont des gens qui sont à la rue. Et c'est très compliqué quand vous vivez en mode survie toute la nuit. C'est quelque chose de très dur, mais que ces gens trouvent un repère pour reprendre confiance en eux au travers d'une formation, c'est essentiel. Je commence à goûter les mets polynésiens. Ce n'est pas tant les mets qui m'intéressent, c'est les produits bien évidemment et l'état d'esprit des jeunes polynésiens, des jeunes chefs et chefs, qui ont découvert qu'il y avait une véritable signature polynésienne de la gastronomie. Et ça, ils le revendiquent maintenant dans des circuits courts. Et je pense qu'on va découvrir dans les années à venir des gens qui ont une vraie signature polynésienne. On poursuit au rythme des goélettes avec cette escale hors du temps à Ahe, au Tuamotu. Savez-vous que sur cet atoll, la pesée du cobra se fait d'une manière bien particulière? Pounoua Toti nous en dit plus, regardez. Chaque arrivée de la goélette est synonyme d'approvisionnement des habitants en denrées alimentaires. C'est aussi le jour de paix pour les copraculteurs. Le sac de 25 kg est acheté 3 875 francs. À Ahe, la technique de peser est rudimentaire. 2 hommes soulèvent chaque sac accroché à une balance. L'opération se déroule sous l'œil attentif du subrécargue. Après la pesée, les habitants de l'atoll aident les marins à transférer les sacs de copra dans les bacs. La dernière fois, l'élévateur a fini à 2h du matin. Et là, l'élévateur, voilà l'élévateur. On a vite fini. L'opération aura duré 2 heures. Il ne reste plus qu'à transporter les bacs à bord de la goélette. Dans une semaine,
Ces sacs seront acheminés jusqu'au port de Papeete. Allez, on continue avec du sport en beach soccer. Les Tikitois jouent actuellement la Coupe des Nations de l'OFC aux îles Salomon. Un match actuellement en direct sur notre site web. Je vous propose de rejoindre Olivier Huc au poste commentateur pour faire un point sur la rencontre. Olivier, comment se passe ce premier match de poule de nos Tikitois ? Hey, bonsoir Athéna, effectivement nous sommes en direct de Honiara pour le premier match des Tikitois. Là on est en direct web et léger différé télé puisque le match sera diffusé à 19h sur TNTV. Et pour le moment, milieu du deuxième quart-temps, 4-4, match très serré. On est du côté de Solomon Island et vous le voyez, il y a beaucoup de pluie. Le temps est très pluvieux à Salomon. Pour le moment, ça joue plutôt bien, même si les conditions sont difficiles. Les Tikitois essaient de respecter les consignes, mais le terrain de jeu est assez délicat. L'objectif, bien sûr, est de terminer dans les 2 premiers des matchs de poule, puisqu'ils vont jouer contre Salomon aujourd'hui, contre Fidji demain et contre la Papouasie mercredi pour essayer de décrocher l'une des 2 premières places suite à ces 3 matchs. Et les 2 premiers joueront la finale. Ça sera ce vendredi à 18h. L'enjeu, bien sûr, se qualifier pour la Coupe du Monde de beach soccer aux Seychelles en 2025. Voilà, 4-4 pour le moment. C'est le score à la moitié de ce match. Voilà, Athéna, pour ce point en direct avec nos Tikitois. Merci Olivier Huc. Sachez que ce match sera rediffusé juste après ce journal sur notre antenne. Coup d'envoi dans quelques instants. C'est ainsi que l'on clôture ce journal. Merci de votre fidélité. Un peu plus tard, votre film de ce lundi, Kingsman, le Cercle d'Or, suivi d'un nouveau numéro d'enquête exclusive. Très belle soirée à tous sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.